Google Maps et ses secrets. C'est à chaque fois un vrai bonheur de vous retrouver pour ce concept de vidéo. Je sais que vous adorez et moi aussi parce que c'est l'occasion de s'enrichir de plein de connaissances. On trouve tellement de lieux bizarres, étranges, a priori incompréhensibles sur Google Maps et sur Google Earth. C'est à chaque fois l'occasion de fouiller un petit peu, de faire des recherches et d'en apprendre un petit peu plus concernant ce qu'on peut trouver partout dans le monde sur ces fameuses cartes satellites. Et puis quelquefois on tombe sur des cas un petit peu épineux, on comprend pas, c'est un vrai mystère. Vous allez voir aujourd'hui que j'en ai au moins un vraiment intéressant dont on va parler tout à l'heure. Les amis, il est temps de démarrer ce voyage sans plus tarder. J'adore ce moment parce qu'on a l'impression d'être embarqué à bord d'un véhicule ultra rapide qui va nous amener aux quatre coins de la planète. Voici la Terre, vue du ciel. On va pas tarder à plonger vers le premier endroit qui se trouve en France au bord du bassin d'Arcachon. On y va, c'est parti. Nous sommes à Arès exactement, tout au fond du bassin d'Arcachon. Et là, il y a quelque chose à voir, quelque chose à découvrir de vraiment unique. Alors unique en France, mais ça n'est plus unique dans le monde. Il s'agit d'un ovniport. Alors un ovniport, ça veut dire ce que ça veut dire, ce que vous comprenez. Il s'agit d'un aéroport pour ovnis. Alors personnellement, je connais cet endroit et pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, je m'y suis rendu moi-même. Il y a 4 ans de ça, il y a une très vieille vidéo. Oui, elle commence un petit peu à dater, mais vous pouvez la retrouver via le petit lien que je vous affiche ici. J'étais allé me rendre compte par moi-même de quoi il s'agissait et c'est vrai que c'est super intéressant. Alors on va y aller en Google Street View. Vous voyez, il y a plusieurs moyens de voir cet endroit d'assez près. On va cliquer ici, on va aller au sol. Voilà, nous sommes sur une place, donc on a la rue principale d'Arès dans le dos, et si on regarde, si on tourne, on a la mer, enfin le bassin d'Arcachon devant nous. Et là sur la droite, il y a quelque chose de super intéressant, il y a une soucoupe volante, on dirait celle de la soupe aux choux, clairement, qui est posée là avec une petite stèle. On va un petit peu s'approcher. Voilà. Alors c'est assez intéressant, ça fait pas de mine ce coin parce que on voit simplement cette petite place, cette petite soucoupe volante, sachant en tout cas que pendant longtemps ce lieu a été le seul et unique ovniport dans le monde. Le seul endroit sur la planète où les extraterrestres pouvaient venir se poser. Et ce qui est fou, c'est que ce lieu a été validé par la mairie d'Arès, dans ce petit village là, sur le bassin d'Arcachon. Alors que s'est-il passé? Pourquoi a-t-on ces installations? Pourquoi cette soucoupe volante, cet endroit qui s'appelle l'ovniport d'Arès? Tout a commencé en 1976 lorsqu'un habitant de la ville, Bob Cotten, un passionné d'ovnis, a décrété qu'il était extrêmement dommage qu'il n'y ait aucun lieu sur Terre pour accueillir dignement les visiteurs venus de l'espace. Alors nous sommes au milieu des années 70 et vous savez qu'à l'époque on avait des idées un petit peu farfelues. Sa parole, curieusement, a eu beaucoup d'écho jusqu'au maire du village puisqu'il y a eu une pétition, le maire a participé, il était convaincu que c'était une très bonne idée. Ils ont réussi à convaincre le conseil municipal et donc le 15 août 1976, l'ovniport d'Arès a été officiellement inauguré. Alors au début il n'y avait pas cette soucoupe volante ni la stèle qui est devant d'ailleurs, c'était simplement un endroit dédié aux extraterrestres. Une première soucoupe a été ajoutée en 2010. Elle avait été conçue par un artiste mais elle n'a pas supporté l'air marin. Elle a été remplacée en 2016 par celle-ci qui ressemble vraiment à celle de la soupe aux choux. Elle est en matériaux qui supportent les conditions du coin, des conditions climatiques liées à l'air salé. Et puis, il a été rajouté quelques temps après cette stèle. On voit pas très bien ce qu'il y a écrit, mais c'est un message destiné aux visiteurs venus de l'espace pour leur dire qu'ils sont les bienvenus à cet endroit. Ovniport d'Arès, le 15 août 1976, ce site a été réservé par décision de Monsieur le maire Christian Raymond, approuvé par le conseil municipal pour accueillir sur notre planète les voyageurs de l'univers. Bob Cotten et un honorable groupe d'Arésiens sont à l'origine de cette initiative reconnue du monde entier. Alors ce lieu évidemment éveille la curiosité de beaucoup de touristes qui viennent se promener, beaucoup ne savent même pas de quoi il s'agit, ils comprennent en voyant la soucoupe et en faisant leurs petites recherches. En tout cas, le lieu a le mérite d'exister et il a donné des idées à d'autres personnes dans le monde puisqu'il existe un autre ovniport au Brésil et un autre encore à Porto Rico. Donc il y a désormais 3 ovniports sur Terre. Les extraterrestres ont l'embarras du choix. Voilà, alors on ne sait pas s'ils viendront réellement un jour, mais voilà, sur Terre il y a un endroit pour accueillir les extraterrestres, les amis, et c'est chez nous en Gironde. Fierté. On va rester en Europe, mais on quitte pas les bords de mer, vous allez voir, nous partons pour les îles Canaries. Pour exactement la plus grande des îles, Gran Canarias. Il y a quelque chose à voir de très intéressant sur une des plages. Alors nous sommes sur la plage de Melenara à Telde. Je ne connais pas les Canaries, je devais y aller il y a quelques années puis ça a été annulé avec le Covid. C'est un petit peu mon regret, j'aurai peut-être l'occasion d'aller voir sur place cet endroit un de ces jours, j'espère bien. En tout cas voilà, nous avons une vue du ciel de la plage de Melenara et vous le voyez, donc il y a beaucoup de gens installés sur cette plage volcanique au sable noir. Et il y a ici une sorte de jetée. Alors c'est pareil, on va se mettre en mode Street View, on va aller au ras du sol.
Vous voyez, il y a deux petits points bleus. On va cliquer sur celui qui est le plus vers la mer, le plus vers le large. Et regardez, voilà ce qu'il y a à quelques encablures du rivage. Il y a une statue impressionnante. Évidemment, il s'agit de la statue de Neptune. On reconnaît tous évidemment le dieu antique de la mer avec son trident. Alors cette statue qui mesure 4,20 m de haut, on est loin de la statue de la liberté, mais quand même c'est déjà pas mal. Elle a été installée en 2001 par le ministère du Tourisme aux Canaries, ou enfin en tout cas l'organisme qui s'occupe du tourisme aux Canaries, puisque c'est un territoire espagnol. Et ils ont une très bonne idée parce que beaucoup de gens se pressent pour voir cette statue qui est quand même symbolique de l'endroit désormais. Il faut savoir qu'elle a été abîmée en 2010, il y a eu une très forte tempête et la tempête, les vagues lui ont arraché le bras droit et le trident. On a mis longtemps à la rénover et enfin en 2017, elle a récupéré son bras et son trident. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des images, des photos exceptionnelles que je vous mets là. C'est que lorsqu'il y a des tempêtes, des vagues, on a l'impression que le dieu de la mer sort vraiment des eaux. C'est spectaculaire et il y a de très belles photos à faire. C'est une excellente idée. L'endroit est devenu iconique dans le coin et j'aimerais beaucoup aller le voir de près. Neptune sortant des eaux, les amis, j'adore. On quitte les Canaries mais on va rester au bord de la mer encore une fois. On se rend en Côte d'Ivoire pour un lieu, alors là c'est incroyable, j'adore cette trouvaille et ça va vous parler, vous allez voir, à tous j'en suis certain. Nous sommes sur la côte de la Côte d'Ivoire. Sur la côte de la Côte d'Ivoire, ça fait un peu étrange de dire ça mais pourtant c'est ça. Nous sommes donc au bord de l'océan et il y a cette langue de terre avec cette lagune. Alors évidemment vous voyez, vous avez deviné, vous voyez le petit repère que j'ai placé avec le nom. Les amis, vous avez sous les yeux le lieu de tournage du tout premier Bronzé, oui les Bronzés en 1978. Alors on en a beaucoup parlé récemment parce que vous savez que Michel Blanc est décédé il y a peu de temps. Ça nous a beaucoup touché parce que ça fait vraiment partie de la culture populaire de ces 40 dernières années. Les Bronzés ont été tournés là en 1978, donc c'est un film réalisé par Patrice Lecomte. On se rappelle tous des aventures de Bernard, Nathalie, Popeye, Jérôme, Jean-Claude Duss et les autres. Et donc ce premier tournage avait eu lieu sur ce fameux Club Med qui existait à cet endroit-là, qui se prénommait le Club Med d'Assigné. Alors on est tout près du village d'Assouindé, qui est là sur la gauche. Et il y a donc cette langue de terre sur laquelle avait été établi durant les années 70 un Club Med. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment les aventures des Bronzés ont fait beaucoup de publicité pour cet endroit. Ça a vraiment fonctionné incroyablement bien durant les années 80-90. Et puis, il y a eu des problèmes politiques en Côte d'Ivoire. L'instabilité politique a fini par faire fuir les touristes. Ça a beaucoup baissé et au début des années 2000, c'était la banqueroute totale. Et donc le club a fermé en 2005. Ça a été dramatique parce que des centaines de personnes ont perdu leur emploi à ce moment-là, des gens du coin qui travaillaient sur le club. Et aujourd'hui, donc 20 ans après, c'est un champ de décombres, de déchets, de bâtiments à demi en ruine. Ça fait vraiment mal au cœur. Si on regarde ici sur la plage, si on zoome, on voit que la mer a grignoté un petit peu la côte. Et on devine ici la fameuse piscine dans laquelle avait failli se noyer Jean-Claude Duss, on s'en rappelle tous. On voit plus que le rectangle au milieu avec le sable qui est venu dedans. Les bâtiments sont à moitié effondrés, il y a des déchets absolument partout. C'est un lieu chargé d'histoire cinématographique, donc c'est vraiment dommage. Il y a un projet de réhabilitation, pas forcément un Club Med, mais un nouveau centre de vacances sur place. Et évidemment, il y a un élément important pour que tout cela se mette en route, c'est que la stabilité politique s'installe enfin en Côte d'Ivoire pour que les touristes reviennent. Les Bronzés, les amis, j'adore. On va quitter la Côte d'Ivoire, mais on reste en Afrique. On part en Égypte. On part en Égypte, c'est une zone que j'ai trouvée tout seul et je me suis renseigné, en fait c'est assez connu. On est dans le désert à environ 30 km du Caire et regardez, nous avons là au milieu, alors je vais dézoomer pour que vous vous rendiez compte où on est. Ça va toujours trop près mon truc là. On a donc la vallée du Nil sur la droite avec le delta du Nil, le Caire qui est ici au centre de l'image et donc sur la gauche dans le désert, il y a une zone qui est en fait une forêt pétrifiée. Ce sont des fossiles d'arbres. Il y avait jadis ici, il y a 35 millions d'années exactement, une forêt. Est-ce que vous voyez tous ces bâtonnets allongés posés dans le sable qui font tous plusieurs mètres de long bien sûr, ce sont des troncs d'arbres fossiles. Alors c'est un lieu qui a été décrété protectorat géologique depuis 1989, donc il est réservé à la fois aux scientifiques et aux touristes. On ne pourra jamais rien y bâtir dessus. Mais le lieu est fascinant, moi j'aime beaucoup parce qu'on se rend compte de l'évolution des paysages. Aujourd'hui c'est inconcevable de voir de tels arbres en plein désert en Égypte. On sait qu'il y a des arbres au bord du Nil, mais pas là au milieu du désert. On devine la forêt qui s'étendait là jadis. Il s'agissait donc d'une forêt qui était là il y a 35 millions d'années, durant l'Oligocène. Il y avait tout un tas d'animaux qui vivaient là aussi, le climat était très différent. Donc c'est vraiment fascinant et ça se visite. Si vous allez en Égypte, vous pouvez demander à aller voir la fameuse forêt pétrifiée. On va rester en Afrique, mais on descend beaucoup plus au sud les amis. On va en Afrique du Sud.
au bord de l'océan, encore une fois. Et là, les amis, c'est un d'entre vous qui m'a donné ce lieu. Je ne sais pas si la personne l'avait trouvé par elle-même. Mais regardez, nous sommes sur la côte et il y a une voie ferrée. Alors, voilà, nous sommes sur la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud, face à l'océan. Et j'adore ce truc parce que regardez, il y a une voie ferrée et si on regarde ici, il y a un train. On devine son nombre ainsi que les wagonnets. Alors ce qui est fou, c'est que si on s'intéresse d'un peu plus près à ce train, on voit qu'il y a ici une locomotive, apparemment tout devant, voire même 2 locomotives, et on devine des tas de minerais dans chacun des wagonnets. Je pense qu'il y a des mines tout près de l'endroit et ce genre de train qui transporte des minerais, en général, on les bourre au max, on remplit tous les wagons et il y a des centaines de wagons. Et regardez, si on dézoome, ce train est littéralement sans fin. D'après mes calculs, il fait plus de 3 km de long. Alors, il y a juste un trou ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il manque un wagon? Est-ce qu'il y a 2 trains en fait? Je ne sais pas. Mais regardez, c'est fou. Ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Il disparaît dans le tunnel ici. Et il ne ressort pas du tunnel. Donc il se termine sous le tunnel. Mais j'ai calculé d'après l'échelle de la carte, on est sur un train qui fait au moins 3 km de long. Il a l'air arrêté. Peut-être que la mine a fermé et le train n'est jamais arrivé au bout de sa destination. Mais j'adore. C'est le genre de petite découverte que vous faites comme ça sur Google Maps qui révèle aussi l'activité du coin. Il y a forcément des mines dans l'endroit ou près de l'endroit. Et c'est génial, j'adore. Merci en tout cas à la personne qui m'a transmis cette belle découverte. On quitte l'Afrique du Sud, on retourne en France, mais pas en métropole. On va dans un coin reculé, un petit bout de France, tout au sud de l'océan Indien, en direction de l'Antarctique. C'est des zones vraiment difficiles à vivre, il y a un climat très rude, très froid, très venteux. Il y a ici l'archipel Crozet. Oui, les amis, c'est un bout de France. Ce sont les terres australes françaises. Ça fait partie de ces terres du bout du monde. Et sur cet archipel qui comporte 3 îles principales, il y a l'île de la Possession. La voici. Alors, c'est un archipel volcanique. Il y a quasiment personne qui vit là-dessus, si ce n'est cette petite base ici. Il s'agit de la base Alfred Fort, où il y a entre 18 et 30 scientifiques qui vivent à l'année. Sinon, il n'y a absolument rien. On devine quelques petits sentiers où les scientifiques doivent se promener. On a ici la base visiblement de débarquement pour le matériel, les hommes, etc. avec une petite route qui monte. C'est tout ce qu'on a sur cette île désolée. J'adorerais arpenter les vallées de ce genre d'endroit. Enfin, on est au bout du monde, on est tout seul. C'est incroyable. Je suis fasciné par ce genre de terre. Mais ce qui est fou, c'est pas sur la terre. Vous allez voir, la découverte qu'on m'a donnée, c'est aussi l'un d'entre vous qui m'a parlé de ce phénomène. Regardez, on a ici dans cette baie quelque chose d'étrange. On a une sorte de rassemblement dont on ne sait pas trop quoi. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. J'ai quelques théories, je vous en parlais, mais regardez, on a un enchevêtrement de choses, je sais pas ce que c'est, on dirait des vers ou peut-être des animaux, une sorte de poissons, des anguilles peut-être, qui s'enchevêtrent les unes sur les autres sur une grosse surface. C'est pas partout, ça fait des zones. Il y a là, alors j'ai appelé ça un rassemblement étrange, mais vous allez voir, j'ai mon idée. On en a là aussi, ça fait comme des bancs quoi en fait, des zones. Alors ça fait plusieurs mètres de long, chaque filament a l'air très grand. Je pense qu'il s'agit de varech. Vous savez, ce sont des forêts sous-marines de plantes aquatiques. Et dans ces forêts sous-marines, beaucoup de poissons et d'animaux marins se cachent. Ce sont des lieux de vie très importants pour la vie marine. Et je pense qu'on est sur la marée basse à ce moment-là. Et les grands varechs, je ne sais pas comment trop les qualifier. S'il y a des spécialistes de l'océan, des océanographes, vous me corrigerez concernant les termes exacts. Les varechs affleurent au niveau de l'eau et pendent comme ça ou flottent au gré des courants. Ça fait cet effet. C'est ce que je pense. C'est peut-être complètement autre chose. C'est peut-être un rassemblement d'anguilles géantes, mais ça serait vraiment étrange. Je pense à ça. Des forêts de varech en fait. Et j'ai regardé, ça correspond. Les zones où sont établies ces forêts correspondent aux zones tempérées, voire plutôt froides sur le globe. Donc ça correspondrait. On en a là, on en a ici, et on en a une autre, je sais plus trop, autour de l'île. Je fais le tour. Regardez, on en a ici aussi. Voilà. Donc cette île, enfin ces îles du bout du monde sont à la fois fascinantes sur terre et dans la mer. J'adore également cette trouvaille. Merci également à la personne qui m'a aiguillé vers cet endroit-là. On quitte cet endroit du bout du monde pour un autre endroit complètement mythique et lui aussi perdu au milieu de nulle part. Il fallait bien qu'on en parle un jour les amis. Voici le lieu du naufrage du Titanic, ou en tout cas là où gît l'épave de ce célèbre bateau que tout le monde connaît, et ça a été vraiment réactivé bien sûr par le film de James Cameron sorti en 1997, ça rappelle toutes les aventures de Jack et Rose. Mais le Titanic, pour refaire l'histoire rapidement, je sais que tout le monde connaît, mais c'est un très beau transatlantique qui avait été affrété par la compagnie White Star Line.
et il a coulé lors de son voyage inaugural dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Alors nous sommes à environ 500 km au sud-est de Terre-Neuve. Vous voyez, Terre-Neuve, c'est ça. Il y a un plateau continental et le bateau a coulé, on va dire, à mi-pente de cette fosse océanique. Là, c'est encore plus profond ici. Le bateau gît quand même à 3821 mètres, ce qui est extrêmement profond. L'épave est toujours là, plus d'un siècle après, mais c'est compliqué parce qu'il y a une bactérie marine qui est en train de ronger le métal et d'ici quelques décennies, on ne pourra plus rien retrouver. Donc il est en train de disparaître. Il y a un détail dont on ne parle pas très souvent et qui est bon à savoir aussi, c'est que ce bateau, il est resté introuvable pendant plus de 70 ans. On ne savait pas où il était et il y avait ce vieux fantasme de retrouver l'épave du Titanic. Et ça finit par arriver en 1985 lorsqu'une équipe franco-américaine a pu enfin localiser l'épave. La technologie avait évolué et on avait enfin des sous-marins, des robots sous-marins qui ont permis de retrouver l'épave. Donc c'était une vraie redécouverte dont on a parlé. Je me rappelle, moi j'étais enfant, j'étais pas grand, mais je me rappelle du jour où on a redécouvert le Titanic. Mais cette histoire n'est pas finie, vous le savez, il y a encore un chapitre de plus qui s'est écrit récemment concernant ce lieu. Le côté mythologique de cet endroit, c'est le fameux accident du Titan. Ce sous-marin affrété par la compagnie Ocean Gate qui permettait à des touristes fortunés d'aller voir l'épave à plus de 3000 mètres de fond. Vous vous rappelez forcément de ce qui s'est passé, on en a beaucoup parlé. Le 18 juin 2023 exactement, le sous-marin en fait avait des défauts de conception et il a fini par imploser lors d'une des explorations, provoquant la mort des 5 occupants. Ce qui est incroyable, c'est que 10 jours après, on en a parlé que récemment, mais on a retrouvé au fond de l'eau, à plus de 3000 mètres, tout près de l'épave du Titanic, des restes du sous-marin et également des restes humains. Je sais, c'est vraiment terrible, mais c'est la réalité, on a retrouvé tout ça et donc on est sûr qu'ils sont morts. Malheureusement, il n'y avait aucune chance, absolument aucune chance. Bref, ce lieu est une véritable malédiction. J'espère que la liste des morts sur place va s'arrêter là. On a évidemment eu l'immense drame du Titanic où il y a eu plusieurs centaines de morts. Je crois qu'il y a autour de 2000 morts. Et puis ce drame beaucoup plus récent. On ne cessera jamais de parler de cet endroit, les amis. Et il fallait bien qu'on en parle. Il est là. Voilà. Alors, évidemment, on ne voit pas l'épave. On ne voit pas l'épave, elle est trop petite. Mais c'est toujours intéressant. On part aux États-Unis, dans le Nevada exactement. Un lieu que j'ai traversé il y a quelques mois de ça, j'étais dans le coin et je n'ai pas eu la chance de découvrir cet endroit que vous voyez là au niveau du repère. Je l'ai trouvé sur un site qui répertorie les lieux étranges dans le Nevada. Alors, nous avons une sorte de hangar au bord d'une route. Alors, il faut comprendre que non loin de là, nous avons quelque chose de très intéressant. Les amis, regardez ici sur la gauche, si on dézoome pas mal, alors c'est quand même à quelques dizaines de kilomètres. On a ici la zone 51, voilà, exactement. Alors il s'agit évidemment d'une base aérienne américaine plutôt secrète. Alors en réalité, on teste à cet endroit des avions expérimentaux, mais il y a tout un fantasme selon lesquels dans cette base seraient détenus ou entreposés des restes de vaisseaux spatiaux extraterrestres, peut-être aussi des corps d'extraterrestres. Alors, on ne sait pas quel est le fin mot de l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent que ça serait possible. Moi, je peux pas vous dire grand-chose là-dessus, c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on trouve autour. On va déjà aller se mettre au sol. Vous allez le voir, c'est particulier. Les Américains délirent complètement dans le coin. On va aller du côté du Street View au sol pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ampleur du phénomène. Voilà, nous sommes devant une sorte de hangar et vous avez là un extraterrestre stylisé en métal sculpté. Enfin, c'est une sculpture qui a été assemblée. C'est assez imposant, on le voit de loin. Et alors, on va sortir du Street View, on va revenir du côté du hangar. On va cliquer sur un des points ici. On va aller à l'intérieur du bâtiment et vous allez découvrir ce qui est assez fréquent dans le coin. Ce sont des magasins de souvenirs liés à la zone 51 et aux extraterrestres en général. Alors c'est génial parce que celui-là on peut y rentrer. Vous avez vu, il y a tout un tas de bibelots de souvenirs. On peut s'acheter à boire, à manger également. C'est une sorte d'étape en fait complètement liée aux extraterrestres. Et là je vois qu'il y a énormément de gens qui ont laissé une petite trace écrite. L'Extraterrestrial Highway. Voilà, c'est la route qui mène à la zone 51. Et il y a tellement de gens qui pensent avoir vu des choses ou qui disent avoir vu des choses que l'endroit est absolument mythique. Et vous avez ce genre d'endroit, alors on voit la personne qui a fait le 360. Alors moi je suis rentré, alors pas dans cet endroit, mais dans un endroit très similaire. Je vous assure que j'étais fou parce que j'aime beaucoup tous ces fantasmes liés aux extraterrestres. Je suis ressorti avec des t-shirts, tout un tas de souvenirs, parce que c'est absolument génial. Alors faut aimer, mais voilà, c'est le délire du coin, la zone 51 fait marcher le tourisme. Il y a beaucoup de touristes qui viennent aussi pour vivre un peu tout ça, quoi. Un petit peu par procuration, parce que malheureusement la zone 51 ne se visite pas, les amis. Voilà, sachez-le, n'allez pas essayer de rentrer, c'est pas possible. On reste aux États-Unis, on va en Arizona. Alors, ça n'a rien à voir avec les extraterrestres, mais c'est tout aussi intéressant, vous allez le voir. Nous allons du côté de Sedona, qui est une petite bourgade au milieu du désert rouge.
Ça c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Le décor du coin est rouge, alors c'est lié à l'oxyde de fer qu'on retrouve souvent dans les déserts américains. On a cette couleur très rouge, ocre rouge, brique en fait. On en trouve beaucoup en Arizona, dans le Nevada, dans l'Utah. Et certains villages sont installés donc dans ce décor. Et alors Sedona, ce qui est intéressant, c'est que la municipalité a depuis très longtemps à cœur de respecter l'harmonie des couleurs dans la ville. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 1993, McDonald's a voulu s'installer, donc McDo s'est construit. Et il y a eu une exigence dans cette localité, et c'est la seule fois qu'on leur a demandé ça partout dans le monde, c'est de ne pas arborer leur enseigne habituelle. Vous allez comprendre, on va se mettre en Street View. Là aussi, on va aller au niveau du sol. Voilà, on va cliquer là, on va aller au ras du sol, on va observer ce McDo. Voilà, ce McDonald's a une enseigne bleue. Les fameuses arches bleues qui symbolisent le M de McDo sont bleues. Et ça attire énormément de touristes parce qu'il n'y a que là. C'est le seul endroit au monde où vous trouverez un McDo avec l'enseigne bleue. Alors officiellement c'est pour respecter l'harmonie des couleurs, parce que le bleu est la couleur qui s'accorde le mieux avec le rouge. Alors il y a quand même le drapeau qui lui est dans les couleurs originales de McDo, mais sachez que sur cette localité on met souvent du bleu parce que ça s'accorde bien avec le rouge. Voilà. Alors ce n'est pas le seul endroit au monde où vous trouverez un McDo avec une couleur différente. Il y a je crois sur les Champs-Élysées un McDo qui arbore son M en blanc, et il y a un McDo je crois à Los Angeles qui a le M en noir. On a également des M dorés dans certains endroits, un petit peu classe. En tout cas, c'est pas unique au monde, la variation de couleurs, mais c'est le seul endroit où vous trouverez le McDo bleu. Et c'est une petite célébrité locale, ce coin. C'est un peu mythique, beaucoup de gens viennent y manger, se prendre en photo, et voilà, les Américains adorent ce genre de petits détails. Et nous aussi, je dois bien l'avouer. On va rester aux États-Unis, mais là, on va dans un endroit, alors là, c'est incroyable. C'est un petit peu le clou de cette balade, les amis. On va du côté du Nouveau-Mexique. Alors, c'est un petit peu plus à l'est, à quelques bonnes centaines de kilomètres. On va du côté d'Albuquerque. Je vais freiner le zoom. Voilà, on va rester là pour le moment. Il y a ici sur la droite en haut la ville d'Albuquerque, qui est une grosse ville. Où est-elle ici? Voilà. Donc on est à, je sais pas, 70 km environ d'Albuquerque. Un petit peu au milieu de nulle part. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'ici en bas à droite, il y a une ville qui se prénomme Roswell. Roswell au Nouveau-Mexique, c'est là Roswell, au milieu de l'image. Vous connaissez évidemment l'histoire de Roswell, je ne vais pas vous la rappeler, hein. Ce fameux crash extraterrestre qui serait survenu en 1947. La trouvaille qui a été faite à cet endroit, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, je l'ai trouvé sur des sites un peu spécialisés. Il y a ici dans les montagnes, alors ce sont des montagnes arides, où il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de chemin, pas de route, rien du tout. Et regardez, au milieu de l'image, près de mon repère ici, voilà. Regardez, c'est incroyable. Je n'explique pas ce truc. Il y a un disque encastré dans les rochers. Alors, je vais vous le mettre orienté un peu différemment, vous allez voir. Voilà. Il n'y a pas de doute, il y a un objet circulaire, une sorte de disque qui semble planté dans la roche. J'ai l'impression que c'est le flanc d'une falaise ou d'une petite colline. Et c'est là. On a beau zoomer, on ne comprend pas. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup d'hypothèses. Ça peut être un bâtiment, bien sûr, humain. C'est probablement humain d'ailleurs, mais on ne comprend pas. S'agit-il d'une cabane ou je sais pas, d'une sorte de petit bâtiment à visée touristique, du genre, voilà, une petite cabane dans la roche pour passer la nuit là. Ça peut être un repère de chasseurs, ça peut être quelque chose à destination scientifique, peut-être ce sont un poste d'observation pour la vie animalière, je sais pas. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il n'y a rien pour y mener. Il n'y a aucun chemin, aucune route. Il y a un vague sentier, il me semble ici, mais c'est tout ce qu'on a. La première route, le premier chemin, il est ici. Voilà, on trouve ici. Et c'est, croyez-moi, c'est à 2-3 heures de marche au moins. C'est très loin. Pour arriver de là à là, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Donc je ne comprends pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est les restes d'une fusée? Je sais pas, une étage de fusée qui est tombée là. Je pencherai pour une installation à visée scientifique du genre une espèce de cabane, parce qu'on voit pas, on n'a pas une vue de face. Peut-être qu'il y a une façade avec des vitres et qu'on peut vivre dedans et qu'on peut observer la faune, la flore, je sais pas. Si c'est pas ça, les amis, on a peut-être affaire à un vaisseau spatial extraterrestre qui se serait crashé à cet endroit-là. Peut-être le deuxième vaisseau. Le premier s'est crashé en 1947 du côté de Roswell et le deuxième a fini là. Bon, ça c'est vraiment la théorie la plus farfelue. Mais avouez que c'est surprenant et je n'ai trouvé nulle part ce dont il s'agissait. Si vous avez des infos, n'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup. Je pencherai vraiment pour une création, quelque chose à visée scientifique ou d'études ou peut-être touristique, je sais pas, ou alors quelqu'un qui s'est bâti sa cabane. Mais l'isolement est vraiment troublant. Il n'y a vraiment aucun moyen d'accès. Et quand on sait que les Américains n'aiment pas trop marcher, c'est étonnant qu'il n'y ait pas une route qui mène là, un grand parking. Voilà, c'est vraiment étonnant. Au milieu de nulle part, un disque coincé dans la falaise. Et là, vraiment, les amis, il y a de quoi se poser
deux très grosses questions. J'attends de votre part quelques lumières concernant ce cas très précis. On va terminer par une belle balade en Antarctique, donc complètement au sud, hein, nous sommes au pôle sud, du côté de la terre de Ross, qui est une île, l'île de Ross en fait, qui appartient à la Nouvelle-Zélande. Et sur cette île, c'est un peu étrange, il y a une base américaine, et il s'agit d'une des plus grandes bases en Antarctique. Alors c'est une base à visée logistique, mais aussi scientifique, c'est-à-dire qu'on y débarque beaucoup de matériel, il y a beaucoup de scientifiques qui transitent par là. Cette base est vraiment imposante, c'est une vraie petite ville. C'est un des endroits en Antarctique où je pense qu'il y a le plus de monde qui vit, parce que sinon il n'y a pas grand monde d'installé à l'année en Antarctique, ça n'existe pas. Ce qui est intéressant, j'ai découvert, c'est que dans les années 60-70, ils ont carrément installé sur place un réacteur nucléaire, une sorte de mini-centrale nucléaire pour alimenter l'endroit. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont décidé par la suite de le démanteler, peut-être qu'il y avait trop d'entretien, c'est dangereux, je ne sais pas. Maintenant ça doit fonctionner au fioul, il doit y avoir des générateurs thermiques. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de bâtiments, et ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a moyen de se balader là-dedans via Street View. Et je vais vous amener tout d'abord voir à l'intérieur de ce bâtiment, vous allez voir, c'est fascinant ce qu'on va pouvoir voir. Alors nous sommes tout d'abord dans des couloirs, on voit un mec qui travaille là-bas, c'est génial. On a l'impression d'être dans des bureaux dans une grande ville aux États-Unis ou en Europe, je sais pas. On a les toilettes ici, songez donc qu'on est dans un des endroits les plus hostiles du monde, on est en Antarctique. Clairement, on ne peut pas vivre, naturellement l'être humain n'est pas fait pour vivre là, pourtant on s'est créé comme ça des zones de vie. Alors vous le voyez, il y a des couloirs à n'en plus finir, et alors, ce qui est intéressant c'est qu'on peut zoomer, on peut aller par là par exemple, hop, et là on arrive dans un hangar, là ça donne visiblement vers l'extérieur, regardez on a des caisses, des tas de caisses qui ont été déchargées là, peut-être des instruments, du matériel scientifique. On voit il faut une sorte d'inventaire, enfin j'adore, on peut apercevoir le quotidien des scientifiques qui vivent là, je trouve ça génial. On va venir là où nous étions et partir dans l'autre direction parce que c'est là que c'est super intéressant. Au bout de ce couloir ici, on a une sorte de cabinet de curiosité, c'est absolument génial. Regardez, on a des échantillons de ce qui a été trouvé sur place, une sorte de mini-musée pour les gens qui vivent là. On a ce qui semble être un manchot sur la droite. Ici, je sais pas ce que c'est, un rocher, peut-être un morceau de bois pétrifié, j'ai l'impression. On va avancer, vous allez voir, c'est génial. On a ici sur la droite des échantillons un peu étranges, ça fait un peu froid dans le dos. On a des bocaux pleins de formol avec des créatures. Alors, ce sont des prélèvements biologiques qui ont eu lieu sur place. Je trouve ça glauque et à la fois fascinant avec, je sais pas, des poissons dans du formol, des crânes de poissons un peu étranges, des bouts de rochers. Ici, on a une méduse là, c'est génial, j'adore. Et ici, sur la droite, on a des crânes. Alors je pense que ce sont des crânes de mammifères marins, peut-être des phoques. Voilà, et du matériel qui a été sûrement employé par les premiers explorateurs du coin. C'est un vrai cabinet de curiosité. Si on tourne la tête, c'est pareil. On a, alors là c'est un petit peu plus scientifique, quelques photos, quelques reliques, beaucoup d'artefacts de l'exploration de l'Antarctique. Des premiers scientifiques qui ont été là. On a encore des poissons un peu étranges, des vieilles pelles. J'adore, c'est génial et j'aime beaucoup quand les gens prennent le temps, prennent la peine comme ça de capturer l'intérieur de ces endroits qui sont isolés et on a peu de chance de visiter un jour cet endroit, donc c'est absolument génial, c'est réservé aux scientifiques et donc je trouve ça vraiment cool. Ce qui est génial, c'est qu'on va sortir de la vue en Street View intérieure, il y a autour de la base, je vais y arriver, des zones où on peut également se balader en Street View en extérieur et se rendre compte un petit peu du décor. Voilà, nous y sommes, vous avez vu, c'est fou, ils ont vraiment bâti une ville de toutes pièces avec des tuyauteries, des alimentations, j'imagine que c'est pour le chauffage, pour les communications entre les bâtiments, parce que l'hiver on sort quasiment pas, et on peut se balader, regardez les engins, c'est fou, c'est des trucs de... Voilà, pour survivre. Alors là nous sommes durant l'été austral, visiblement, vous avez vu, la terre apparaît, la neige fond. Ce sont les périodes de l'année où il y a le plus de monde sur place. Il y a jusqu'à 1000 personnes durant l'été austral. Et l'hiver, durant les mois les plus difficiles, il y a seulement 200 personnes. Et là, je crois qu'on ne peut pas avancer plus. Mais non, on est bloqué. Voilà, donc vous avez un aperçu de comment ça se passe sur les bases antarctiques. C'est pas difficile à retrouver, hein, vous allez sur Google Earth, vous le retrouvez facilement. Si vous voulez vous balader un peu plus longuement, vous tapez base McMurdo en Antarctique et vous pourrez à votre tour explorer cet endroit. C'est vraiment fascinant. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle édition, ce nouveau numéro, le 11e déjà,
des lieux étranges retrouvés sur Google Maps. Alors plus ou moins étranges, on est d'accord, il y a des choses tout à fait touristiques comme ce qu'on vient de voir. Mais par exemple le disque au Nouveau-Mexique, là clairement moi ça m'interpelle, j'aimerais avoir des réponses, je comprends pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y aura évidemment beaucoup d'autres numéros parce que c'est infini, on peut en parler pendant des heures de tout ce qu'on trouve sur Google Maps. Rendez-vous donc la semaine prochaine, ce sera très différent, on parlera pas pour le coup de Google Maps, mais ce sera une autre aventure tout aussi intéressante. Donc revenez faire un tour par ici, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao.